Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 11. Comment faire avec les haters ? Bienvenue dans l'épisode 11. Aujourd'hui, on va parler cyberharcèlement, haine en ligne et concrètement, comment faire face à des haters sur les réseaux sociaux. Dans notre monde qui est de plus en plus connecté, il me paraissait important d'aborder ce sujet. Cette réflexion est partie d'une personne avec qui j'échangeais sur Instagram qui me confiait ne plus publier par peur de se faire de nouveau agresser. Et je pense que cette personne n'est pas un cas unique malheureusement. Après quelques recherches, je suis tombée sur un sondage de l'Institut Audirep datant de 2022 qui a interrogé un échantillon de 1209 jeunes de 18 à 25 ans. Résultat, 60% de ces jeunes disent avoir été harcelés en ligne au moins une fois dans leur vie. En termes de conséquences, toujours dans cette même étude, 49% d'entre eux ont songé au suicide, 69% ont eu des insomnies, troubles de l'appétit, désespoir, c'est-à-dire des symptômes dépressifs, et 51% ont failli basculer dans une addiction. En clair, plus d'un jeune sur deux dit avoir déjà été victime de harcèlement en ligne, et parmi les harcelés, plus d'un sur deux a des manifestations psychologiques importantes. C'est énorme. D'autres études s'accordent à dire que suite au confinement et à la période Covid, il y a eu plus d'exposition aux écrans, mécaniquement, plus de risques liés à cette exposition, notamment celle du harcèlement en ligne. Je vous propose dans cet épisode de réfléchir ensemble aux causes, aux conséquences et surtout au comment faire. Le sentiment d'impunité. Les haters, les trolls, ceux qui profèrent intimidation ou menaces, tous ces procédés en ligne ont le même point commun. Celui du sentiment d'impunité de la personne qui profère ses discours, bien au chaud derrière son écran. Vous savez, ça me fait un peu penser aux gens qui klaxonnent comme des malades dans leur voiture, mais quand ils se rendent compte que dans l'autre voiture c'est un colosse, ils se font tout petits et ils passent leur chemin. Quand on est derrière son écran, c'est la même chose, en pire, parce qu'il n'y a pas l'effet de « mince, le mec dans la voiture va me démonter s'il sort ». Et puis bien sûr, il n'y a pas non plus l'effet du regard des autres, de la pression sociale en quelque sorte. Que les choses soient claires dès le départ. En aucun cas, vous n'accepteriez de vous faire insulter par un passant dans la rue. En ligne, c'est exactement pareil. Les insultes, les discours injurieux, les discours grossiers, tout cela, c'est inacceptable, que ce soit en ligne ou non. Et puis, il y a quelque chose de plus insidieux. Ce sont les messages qui ne sont pas franchement haineux. Ce sont les discours méprisants. Ces petits messages qui ont vocation à vous rabaisser, tout en faisant rire la galerie. J'ai pu voir ça notamment en me baladant sur Twitter et sur LinkedIn. Et là, tout de suite, c'est plus compliqué à gérer. On se dit non, mais c'est juste pour rire, c'est pas grave. Mais au fond, ça reste dans votre tête et ça continue de vous travailler. D'où viennent ces comportements ? Clairement, l'anonymat et la distance que pose l'écran ouvrent la voie à une désinhibition qui n'aurait pas trouvé les mêmes moyens d'expression dans la vie non virtuelle. En virtuel, on ne voit pas les effets de ses paroles et de ses attitudes. Il n'y a pas de feedback direct de l'autre, je pense notamment au niveau infraverbal. Dans le réel, si je blesse quelqu'un par mes propos, je vais voir à son visage qu'il se décompose, qu'il devient triste. Je vais ressentir son malaise. Et tous ces signes vont me donner le feedback de « tu es allé trop loin ». Donc, je peux rectifier le tir, m'excuser, etc. Dans une discussion face à face, je vois les conséquences de mon discours ou de mes actions sur l'autre. Ça me rappelle une consultation, je rencontrais un jeune adolescent qui jouait à un jeu en ligne type MMORPG. Alors vous savez, les MMORPG, c'est ces Massive Multiplayer Online Role-Playing Game. C'est en bon français des jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Par exemple, World of Warcraft. Dans son jeu, cet ado faisait partie d'une équipe et recevait des ordres du leader d'équipe. Bon, jusque-là c'est normal. Mais par contre, il se faisait insulter et rabaisser quand les objectifs de la mission n'étaient pas atteints. Il y jouait tous les jours parce qu'il était dans une équipe de bon niveau
et il avait dû montrer patte blanche pour y entrer. Et tous les jours, il subissait donc des ordres agressifs et des réprimandes de ses coéquipiers. Alors vous allez me dire, pourquoi il ne disait rien, pourquoi il n'arrêtait pas ? Pour lui, c'était tout simplement normal. Les autres coéquipiers subissaient aussi cela, et dans sa vision, c'était à ce prix que cette équipe s'était hissée à ce niveau. Donc c'était un peu leur normalité à eux. Et puis il y avait aussi l'effet du « c'est un privilège pour toi de faire partie de notre équipe, donc si t'es pas content, on te remplace », qui venait sceller le pacte en quelque sorte. Mais vous imaginez, en tant qu'adulte, subir tous les jours des agressions qui attaquent les compétences, se faire rabaisser continuellement, c'est très dur à vivre. Et en tant qu'adolescent, et je rappelle ici qu'un adolescent c'est pas une personne adulte miniature, non, c'est un être vulnérable en pleine construction de son identité et de son estime de lui-même. Eh bien ce genre de harcèlement, c'est totalement destructeur. L'anonymat, la désinhibition que procure le monde virtuel, permet à certains de déverser leur colère, leur frustration ou leur ignorance sans craindre les conséquences directes de leurs actions. Et on sait qu'à l'adolescence, le désir d'attention est important, la quête d'appartenance au groupe, de validation des autres. Très clairement, pour le jeune dont je vous parlais, résister aux assauts quotidiens de cette agressivité était un rituel de passage obligatoire, une nouvelle norme à laquelle il devait se plier, dans laquelle les harceleurs trouvaient légitime de se comporter ainsi, l'ayant eux-mêmes vécu. Je fais un petit aparté rapide, parce que ce que je vous dis là a des conséquences sociales et politiques. Certains pourraient être tentés de dire « Ah c'est facile, la réponse c'est qu'il faut lever l'anonymat en ligne ». Alors oui, dit comme ça paraît logique. Mais en fait, la question est beaucoup plus complexe qu'elle n'y paraît. Parce que l'anonymat peut aussi être un contre-pouvoir indispensable à la démocratie, notamment pour dénoncer certains abus. Je pense par exemple au journalisme d'investigation qui s'appuie sur la protection de ses sources pour obtenir des témoignages. Je citerai par exemple le cas de Wikileaks et de Julian Assange. Les effets sur la santé psychique. Le sondage dont je vous parlais en introduction est sans appel. Ce qui se passe dans le monde virtuel a des effets psychiques bien réels. Si on analyse ensemble, je dirais qu'il y a 2 temps. Le temps de la réception et le temps de l'indigestion. Si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux, il est probable que vous ayez déjà vécu ça. Alors je vous invite à prendre le temps de penser et de regarder de plus près ce que ça vous a fait pour ne pas banaliser. Donc temps 1, réception, et temps 2, indigestion. Le temps 1, celui de la réception, c'est quand vous ouvrez vos messages ou votre compte et que vous tombez sur ce message agressif. Forcément, ça coupe le souffle. On croyait scroller un petit peu comme d'habitude, dans un environnement qui est normalement sécure, et là, c'est une insulte ou un propos dégradant qui nous saute à la figure. On ne s'y attend pas, l'effet de surprise peut sidérer. Le temps 2, c'est celui de l'indigestion. Normalement, notre appareil psychique est fait pour gérer les informations en plusieurs temps. Et le temps de la digestion est très important pour transformer et s'approprier les informations. Dans notre cas, on parle plus d'indigestion. On peut faire l'analogie peu ragoûtante, je vous l'accorde, avec la gastro. On a une indigestion alimentaire, on passe par un moment où on est malade et on rejette tout à l'extérieur de notre corps, et ensuite, on revient à la normale. Mais comment ça se passe au niveau psychique ? C'est quoi une gastro psychique ? Ça peut commencer par de l'inconfort. Tiens, je constate que je trouve moins de plaisir à aller sur les réseaux, j'ai une espèce de crainte, pas formulée clairement, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ça peut aller jusqu'à du stress, des crises d'angoisse, mais qui ne se manifesteront pas forcément autour de la consommation d'écrans ou de réseaux sociaux. On peut avoir le sentiment du « je suis nul » qui se formule de plus en plus dans notre quotidien, aboutissant à du désespoir, des peurs, un sentiment de rejet et in fine des symptômes dépressifs. Mais quand on a une gastro normale, on se dit tout de suite « qu'est-ce que j'ai mangé ? Est-ce que c'était pas frais ?» Le lien est facile à faire. Pour la gastro psychique, si je file la métaphore, c'est beaucoup moins facile. La cause des symptômes ressentis n'est pas si claire, surtout quand ils ne se manifestent pas autour de la consommation d'écran. Le lien est parfois difficile à redessiner, tant le stress envahit toutes les sphères de la vie.
Et tant qu'on n'a pas mis le doigt dessus, on ne peut pas détoxifier, digérer cette agressivité. Alors elle reste en nous et nous malmène encore et encore. Très clairement, un mot de haine peut avoir des conséquences de long terme, selon notre âge, nos dispositions psychiques, notre vulnérabilité à ce moment, surtout si ces messages sont répétés régulièrement. Ils ne sont donc jamais à prendre à la légère. Je voulais aussi vous dire que si vous avez été durement touché par ce type de message, et que vous vous êtes dit « Oh là là, je suis trop faible, j'arrive pas à gérer », eh bien non, déculpabilisez-vous. C'est normal, même si c'est dans le monde virtuel, d'être touché. Et ce n'est pas le signe que vous êtes fragile ou trop sensible. Non, c'est normal d'être touché quand on subit de l'agressivité, d'où qu'elle vienne. Et je vous rappelle que vous êtes un être de chair, de sang, d'émotion. Vous n'êtes pas un être virtuel. Comment se protéger ? Observez comment vous fonctionnez. Il est vrai que nous ne sommes pas tous égaux devant les attaques, et cela dépend aussi des moments que nous traversons. Par exemple, si vous êtes en train de traverser un tas de problèmes, un hater en plus, c'est la goutte d'eau qui fait tout vaciller. C'est pour ça qu'il est important que vous preniez conscience du niveau d'efficacité de votre armure psychologique et émotionnelle pour affronter ce monde virtuel. En fonction de ça, vous pourrez décider de mettre vos comptes en public ou privé, via vos paramètres de confidentialité, de limiter vos abonnés, ou d'éliminer carrément certains abonnés de votre liste. Et juste pour revenir sur l'armure émotionnelle, qui n'est en fait que l'interface avec laquelle nous sommes en contact avec le monde extérieur, eh bien elle n'est pas toujours optimale. Son épaisseur varie en fonction de notre forme, de notre fatigue, etc. Tout ça, c'est normal. Concrètement, que faire quand on reçoit un message clairement haineux ? Je vous propose 5 leviers d'action. 1. Pensez une procédure en amont. Il est important que vous pensiez votre procédure de traitement en amont. Si vous savez d'emblée comment vous allez réagir, vous le prendrez moins en pleine face, même si on ne va pas se mentir, c'est toujours difficile. Pour penser cette procédure, demandez-vous simplement « Si je suis confronté à un message agressif, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qui est le plus confortable pour moi ? Laisser le commentaire et y répondre ? L'effacer ? Bloquer la personne ? Carrément repasser mon compte en privé si je suis en public ? Dans tous les cas, je vous conseille de ne jamais répondre plus d'une fois à ce genre de personnes. Ça ne sert strictement à rien, à part tendre le bâton pour se faire battre. Si vous êtes créateur de contenu, je vous vois venir. Vous allez me dire « Oui, mais c'est bon pour les algos, d'avoir des commentaires et de répondre. » Bon, ok, c'est vrai. Mais moi je vous réponds « Ok, est-ce que tu es suffisamment solide pour gérer ça ? C'est-à-dire concrètement, pour toi, est-ce que ce sera fini dans ta tête après avoir répondu et fermé ton téléphone ? Si la réponse est non, eh bien ta santé psychique est plus importante que les algorithmes, alors préserve-toi. Cette procédure, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais dans telle ou telle situation, je bloque, j'ignore, etc., ça s'apprend. Et plus elle sera inscrite clairement dans votre tête, moins vous vous poserez de questions quand vous la mettrez en œuvre. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'avoir un programme rigide à appliquer, mais juste un fil conducteur de pensée pour éviter l'effet de sidération. 2. Faites appel à votre communauté. Ne restez pas seul. Dites ce qui vous arrive. Il n'y a rien de pire que de voir son ado ou un ami devenir gris, perdre son énergie vitale en étant impuissant. Cherchez du soutien auprès de votre communauté. Votre communauté réelle et virtuelle. Vos amis. Votre famille. Quelles sont vos ressources dans la vraie vie, dans la vie non virtuelle ? Et puis vous pouvez aussi consulter un professionnel, un psychologue, un psychiatre. Et pour ceux qui se posent cette question, oui, mais moi j'aimerais en parler sur les réseaux sociaux de ce que je vis, parce que c'est important. J'aimerais parler de ce harcèlement. Là, je vous réponds, ok, vous pouvez en parler sur les réseaux, mais une fois que c'est digéré pour vous, que votre procédure est claire, et que votre armure émotionnelle est suffisamment solide. Il est vrai que cela aidera peut-être d'autres personnes à se rendre compte que non. Ce type d'attaque n'est pas anodin. 3. Avoir une hygiène numérique. Malgré le fait que notre téléphone se glisse subrepticement dans tous nos espaces intimes, et je vous renvoie pour ça à l'épisode 8, notre téléphone n'est pas un organe de notre corps. Il est d'abord porteur du monde extérieur. Vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a dedans, surtout sur les réseaux si vous êtes en compte public.
Donc mettez en place des règles claires. Ne consultez pas vos comptes n'importe où. Je pense notamment à consulter les réseaux sociaux dans son lit le soir avant de se coucher. Le fait de relier la consultation de vos réseaux sociaux à un moment précis de la journée ou à un lieu vous aidera à vous mettre dans l'état d'esprit adéquat. C'est-à-dire, je me prépare, je suis prêt à gérer et traverser ce qui se passera. Vous voyez bien que cette posture est tout à fait différente de « Ah, j'ai reçu une notification, j'ouvre mon Instagram tout de suite, et puis là, il y a un sale truc qui me saute à la figure, quoi. » 4. Souvenez-vous pourquoi vous êtes sur les réseaux. Est-ce que c'est du loisir ? Dans ce cas, si votre loisir vous nuit, il faut vous poser et réfléchir à une activité qui vous fera vraiment du bien, un vrai loisir. Est-ce que c'est du travail ? Ok. Alors souvenez-vous de votre mission si c'est du travail. Quelle est votre mission, vos valeurs, ce que vous aimez transmettre, ce que vous aimez faire, c'est-à-dire votre pourquoi. Et ça, c'est votre moteur. Ça peut être par exemple diffuser un message important pour vous, générer des nouveaux clients, développer votre marque, etc., etc. Peu importe. Revenez à l'essentiel, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous utilisez les réseaux. Cette prise de recul vous ramènera à ce qui est vraiment important pour vous. 5. Cultivez la bienveillance envers soi et l'estime de soi. N'oubliez pas que les commentaires négatifs ne parlent pas de la personne que vous êtes. Ces personnes ne vous connaissent pas et vous n'êtes pas défini par votre compte LinkedIn, TikTok ou Instagram. Vous êtes bien plus que ça. Faites de votre santé psychique votre priorité. Comment je fais concrètement ? Je vous donne ma procédure pour les réseaux, car peut-être que cela pourra vous inspirer pour créer la vôtre. Dans le cas d'un message qui n'est ni grossier, ni clairement haineux, mais que je ne sens pas, je l'ignore. En même temps, je déclenche le mode auto-observation. Et si ce message ne sort pas de ma tête et me fait ruminer, alors là je n'attends pas, je l'efface. La règle que je me suis fixée, c'est que si ça continue à me travailler quand je ne suis plus sur le réseau, alors j'efface. Voire je bloque. Pour les messages haineux ou grossiers, là c'est facile, j'efface et je bloque direct la personne. En termes d'hygiène numérique, j'ai mis en place une routine de traitement des messages, c'est-à-dire que je ne réponds jamais en urgence sur les réseaux, et si je sens qu'il y a de la colère en moi, je diffère pour y revenir et répondre de manière apaisée. Et ce que j'essaye de mettre en place en plus actuellement, c'est ne pas consulter mes réseaux le soir, et surtout pas dans mon lit ou dans ma chambre. J'essaye de les consulter 2 fois par jour, à mon bureau, 1 fois le matin, 1 fois le soir. Et puis, parfois, quand ça m'envahit trop, je chronomètre mon temps en ligne. Une petite astuce, si vous êtes doué pour faire passer des messages avec humour, appuyez-vous sur cette qualité. Ça dégonfle souvent les situations. Mais bien sûr, faites-le en étant toujours respectueux des autres. Un petit mot sur les messages pas vraiment haineux, mais méchants ou limites. Je trouve que ce sont les messages les plus difficiles à traiter, quand ils ne sont pas clairement dans une case. Alors, pour vous aider, vous pouvez vous poser cette question. Comment je réagirais si la personne était en face de moi dans la vraie vie ? Si la réponse est claire pour vous, genre je prendrais ça comme une insulte, alors effacez le message et bloquez direct la personne. Il n'y a pas de raison pour faire bouger vos limites dans le monde virtuel. Comme je vous le disais dans ma procédure, pour ce genre de message, si c'est ok pour moi et que le message ne m'envahit pas quand je ferme mon téléphone et mon application, je l'ignore. Si le message m'envahit, alors j'efface. Quand je ne fais qu'ignorer, c'est comme si je donnais une dernière chance à la personne. Et si elle recommence sur le même mode, par contre, là j'efface et je bloque direct. Pour la petite histoire, ça m'est arrivé une fois d'avoir effacé un message comme ça qui ne me paraissait pas correct. Alors quand c'est pas clair, on a toujours le doute de se dire est-ce que j'interprète pas, est-ce que j'ai bien compris le message. Des fois il peut y avoir des quiproquos. La personne est venue dans mes MP en mode humour, genre comme ça t'as effacé mon message. Et là j'ai répondu à cette personne que la règle sur mon compte et la règle que je m'étais fixée, c'était de me respecter, de respecter mon contenu, d'être courtois. Et que dans les cas où j'ai un doute, je n'hésite pas à bloquer les personnes qui ne respectent pas ce contrat-là. Du coup, je peux vous dire que je l'avais à l'œil cet abonné. Je me disais au prochain message, c'est qui tout double. Et bien finalement, ce recadrage a bien marché. Et il continue à me suivre en étant tout à fait correct. Parfois, il y a juste besoin de lever des malentendus communicationnels. D'où l'importance d'être très clair sur ses limites dans sa tête. Conclusion. En conclusion, il faut aussi vous dire que si vous avez des haters en tant que créateur de contenu,
c'est que votre travail fonctionne d'une certaine manière et a suffisamment de visibilité. Si je résume, les messages importants de cet épisode, c'est 1. C'est normal d'être touché par ce qui se passe en ligne. Déculpabilisez-vous. 2. Apprenez à prendre soin de vous et à vous protéger de manière efficace, notamment en mettant en place des procédures de traitement des messages haineux. 3. Si c'est inacceptable, bloquez, un point c'est tout. Vous n'êtes pas une métrique d'ajustement. Votre santé compte plus que tous les algorithmes ou les réseaux sociaux de la Terre. On ne peut pas banaliser la haine. Maintenant, c'est à vous de clarifier votre procédure et de vous construire des repères clairs. J'espère que ce petit guide pourra vous servir de point d'appui. Comme d'habitude, dites-moi si vous avez aimé cet épisode en me laissant une note étoilée sur vos applications préférées. Et le bouche à oreille marche aussi très bien, donc n'hésitez pas à recommander cet épisode à des amis qui en auraient besoin. Et si vous avez d'autres techniques pour gérer les haters sur les réseaux sociaux, eh bien n'hésitez pas à les noter en commentaire. Je vous dis à très bientôt!